Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Langlais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à Tout vous. va basculer. 2019, l'année de tous les dangers. C'est aux éditions Albin Michel. Votre thèse, c'est que ce cycle libéral dans lequel on est depuis maintenant plus de 40 ans, il va se terminer. Et on comprend en vous lisant que pour vous, alors l'histoire ne se répète pas à l'identique, mais l'histoire bégaye, avec cette idée que les peuples alternent dans leur désir d'avoir plus de liberté en fonction de l'histoire, du drame parfois de l'histoire, ou plus de protection. Et donc ce cycle libéral, il se referme, et donc ce cycle antilibéral, il a déjà commencé, parce que comme à chaque fois, les précurseurs, vous expliquez très bien, ce sont les anglo-saxons. On a eu le Brexit, on a eu Trump. C'est ça l'idée ? Tout à fait, vous avez très bien résumé la thèse. Au fond, le déterminant principal, c'est que chaque génération se détermine par rapport à celle qui l'a précédée, plutôt en prenant le contre-pied. On fait le contraire de ce qu'ont fait nos pères. Et jusqu'ici, nous vivions sous l'empire idéologique de la génération des baby-boomers, qui est donc née, comme son nom l'indique presque, après la guerre, dans les années 40, 50, jusqu'au début des années 60. Je suis moi-même un baby-boomer tardif. C'est une génération qui s'est construite contre celle qui l'a précédée, qui était dominée par les grandes catastrophes de la première moitié du siècle, donc qui voulait de l'ordre. Elle, au contraire, a souhaité de la liberté, de la liberté pour elle, pour la société qui l'entoure. Et elle commence à exprimer cette revendication de liberté dans les années 60 alors qu'elle a 20 ans. À mesure qu'elle s'intègre dans l'économie, qu'elle rentre sur le marché du travail, le libéralisme gagne, et notamment dans l'économie. Et j'ai pris c'est un peu ce gimmick des années en neuf pour marquer la progression, l'apogée et la disparition de ce cycle libéral. 68-69, c'est le mouvement des étudiants mondial, mouvement mondial, où là aussi on conteste l'ordre ancien. 10 ans plus tard, nos baby-boomers commencent à travailler, 79, c'est la révolution libérale économique avec Thatcher et Reagan. Vous l'avez dit, ce sont les anglo-saxons qui sont en pointe, déjà à l'époque, c'est eux qui initient une révolution libérale mondiale. Tout le monde libéralise, y compris la Chine. 79, c'est Deng Xiaoping, qui fait claquer toute l'organisation communiste de l'économie. Parce que c'est ça la caractéristique de ces cycles, ils alternent d'un extrême à l'autre, mais ils sont mondiaux. Il n'y a qu'un pays qui se distingue. C'est nous. Un petit village gaulois. Qui fait rien comme les autres. On va en parler après. Bon, vous n'étiez pas né, ou pas beaucoup. En 81, on vote pour le programme commun. Vous voyez plus jeune que je suis. Pour les nationalisations, nous sommes à contre-champ complet du cycle libéral. Mais on finit par libéraliser quand même avec les socialistes, au milieu des années 80. Si on fait un bond de 10 ans encore, 89, c'est la chute du mur, l'apogée du cycle libéral. Politique avec la disparition du bloc de l'Est, économique avec l'extension universelle ou quasiment de l'économie de marché. 99, ça commence à déjanter. C'est la bulle Internet, le début de l'endettement excessif, les fusions absurdes. Donc c'est déjà la dénaturation du cycle libéral. 2009, c'est la crise économique qui en sonne la fin, comme d'habitude, comme toujours. Le cycle libéral se termine par un krach. Et 2019, nous y sommes. C'est l'autre conséquence de la mort du cycle libéral, c'est la crise politique. Voilà, avec ce désir de protection. Pourquoi est-ce qu'il est si fort aujourd'hui ? Parce que justement, cette mondialisation dans laquelle on est depuis maintenant plusieurs décennies, elle a provoqué, on a sorti beaucoup de monde de la pauvreté, mais au sein des pays, il y a eu des gens qui se sont enrichis très peu et beaucoup qui se sont appauvris. C'est ça, et en fait, cette concurrence avec le reste du monde, cet abaissement des frontières, tout ça mélangé avec cette rupture technologique, ça crée la peur du déclassement, ça crée de l'angoisse. Et au final, il y a ce besoin, ce désir de protection. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Vous le dites très bien. C'est-à-dire ça, la mondialisation, l'abaissement des frontières liées au désir de liberté a produit des richesses considérables. Ça a sorti le plus grand pays du monde, la Chine. J'ai vécu il y a 35 ans, donc je me souviens, j'ai vu un pays sous-développé, comme on disait à l'époque, qui, en 15 ans, en 20 ans, a fait le plus grand décollage économique de l'histoire de l'humanité. Et puis à l'aune d'un pays considérable. Un exode rural de 500 millions de personnes sur 30 ans. Donc ça, c'est bien sûr le cycle libéral qui l'a permis. Mais, vous l'avez dit aussi, et c'est tout à fait mon sentiment, en fait, les déplacements de richesse que ça provoque sont considérables d'un pays à l'autre. Ça réduit les inégalités entre les pays. Mais au sein des pays eux-mêmes. Elle est là, en fait. C'est-à-dire pas seulement lié à la mondialisation, lié encore une fois aussi aux ruptures technologiques qui laissent sur le carreau beaucoup de gens qui n'ont pas les qualifications. Sûrement, je pense qu'en réalité, la technologie exalte la mondialisation. Parce que justement, l'Internet, au fond, a fait claquer les frontières et a en quelque sorte accru
les effets économiques de déplacement de richesse de la mondialisation. Quels sont-ils ? En gros, si vous avez un talent relativement rare, que vous êtes mobile, que vous êtes bien formé, la mondialisation vous Les offre... sportifs, les chanteurs, Voilà. les designers. Ou même les 4 sup. Oui. Ça vous offre des opportunités de carrière extraordinaires, extraordinaires. Et à l'inverse, si vous êtes peu qualifié, eh bien vous êtes en concurrence avec d'autres peu qualifiés qui sont payés 10 fois moins que vous et qui ont à peu près la même productivité. Donc d'un côté, ça maximise les revenus, de très l'autre, peu. pour les plus compétents, ça les maximise Oui, mais eux considérablement, sont très peu. mais pour très peu de personnes. Voilà. Et à l'inverse, pour les non qualifiés, ça pèse soit sur les revenus s'il n'y a pas de salaire minimum, soit en France, quand il y a un salaire minimum, sur la quantité d'emplois peu qualifiés. C'est-à-dire que ça accroît les inégalités. Alors on le voit en France un peu moins qu'ailleurs parce qu'on a un système social Qui corrige bien, quoi qui qu'on en corrige dise. énormément. Après transferts sociaux, après Énormément, aide. peut-être pas assez, mais beaucoup plus qu'ailleurs. Mais le fait est que, si vous voulez, ces déplacements de richesse, au fond, on a supprimé les frontières entre les pays, mais on les a rétablies à l'intérieur des Exactement. pays. Avec des zones où vous avez des prix de l'immobilier très élevés, des bonnes écoles, des opportunités importantes, et juste à côté, mais de l'autre côté de la frontière, exactement l'inverse. Ouais. Quelque part, on se dit que le rejet des élites, parce qu'elles ont laissé prospérer un système libéral mondialisé, avec abaissement des frontières, tout ce qu'on a dit là, qui leur a profité. Mais oui. Ce rejet des élites, ma foi, il est compréhensible, il est quelque part justifié. En tout cas, il est explicable. Il est explicable, voilà. Il est explicable. Et là encore, si vous voulez, il est très classique. C'est toujours comme ça. Dans les années 30, c'est comme ça. Dans les années 1870, après le krach de 73, c'est comme ça. Même, j'allais dire, souvenez-vous, ni vous ni moi n'étions nés, mais la première mondialisation, c'est les grandes découvertes à la fin du XVe siècle. Donc, ça crée des opportunités considérables pour les aventuriers qui reviennent d'Amérique du Sud avec de l'or, de l'argent, des fortunes énormes. Le commerce international se développe. Ça scandalise tout le monde parce que c'est un peu comme l'Internet, si vous voulez. Brutalement, la richesse arrive sur un individu et donc ça malmène la hiérarchie sociale de l'époque. Qu'est-ce qui se passe ? Une réaction politique, une réaction populaire. C'est la Réforme, c'est Luther. Luther est le premier altermondialiste qui conteste justement, et l'un de ses livres les plus célèbres, qui a été oublié depuis, c'est justement une critique du commerce international. Pour y mettre de l'éthique, pour y mettre... Oui, absolument. Pour y mettre de l'éthique, une demande d'éthique, c'est ça qui a fondé le protestantisme. Et même chose qu'aujourd'hui, une contestation des élites. Parce qu'à l'époque, c'est le pape Borgia, etc., c'est disons, la décadence de l'élite religieuse européenne qui se confond avec l'élite politique et qui profite de façon abusive de ses prérogatives. Ouais. Ce nouveau cycle qui s'ouvre, selon vous, vous le résumez ainsi, je vous lis, plus d'États, plus de frontières, plus d'impôts, plus de contrôle, plus de protectionnisme. Est-ce que ça veut dire plus ou moins de prospérité et ou peut-être une prospérité mieux partagée? Je pense que mécaniquement, si vous limitez le commerce, si vous organisez le commerce international, il ne s'agit pas de le limiter parce qu'il est très utile, il est indispensable, ça donne justement aux pays pauvres vraiment un avantage compétitif. Mais il faut quand même l'encadrer, le limiter, l'organiser. Vous réduisez les inégalités dans une communauté nationale. Ça, je crois que c'est à peu près documenté au plan économique. Pour autant, il ne faut pas que vous perdiez globalement trop parce que... non, mais on s'angoisse à l'idée d'avoir, encore une fois, ce nouveau cycle qui s'ouvre. Pourquoi ? Regardez le 30 Glorieuses, c'était ça. C'était un monde fractionné, avec des frontières nationales très importantes, parce qu'il avait été construit justement... Il y avait une guerre avant aussi. Oui. Probablement. Pour construire après une guerre. Alors, autre exemple, 1873. Il n'y a pas eu de guerre. Si, il y a la guerre de 71, mais enfin, elle est, je veux dire, une petite guerre régionale très courte qui, au fond, n'explique rien. Le vrai déterminant de ce qu'on appelait la Grande Dépression, c'est-à-dire justement le krach de 1873, et de la période de croissance zéro qui a suivi, c'est comme d'habitude l'excès d'endettement, la spéculation liée à une période libérale, qui elle aussi commence avec l'équivalent de 1980 de la chute du mur, c'est 1848, le printemps des peuples, où l'Europe entière s'embrase comme un feu de brousse, avec tous les gouvernements qui sont renversés, et puis vient très rapidement le libéralisme
économique. Napoléon III, ce sont les traités qui nous unissent au Royaume-Uni pendant 20 ans. Et la France connaît une période de libéralisme relativement prospère. Ça finit mal, comme d'habitude. 1873, c'est un krach à Vienne, presque comme d'habitude, puisque c'est là que sont situées les banques. On végète une dizaine d'années, on rétablit les protections douanières à partir de 1885. Bon, le monde va plutôt mieux et ça déclenche un redémarrage de la croissance. Donc il ne faut pas s'angoisser de rentrer dans une période qui soit antilibérale. C'est parce qu'on est obsédé par les années 30. Et si vous voulez, de ce point de vue, les années 30 ont superposé la montée des dictatures, le protectionnisme, l'effondrement du système mondial. Mais il y avait aussi le surplomb de la Première Guerre mondiale, qui explique aussi beaucoup de choses. Largement. Mais ça veut dire aussi passer par plus de nationalisation, plus de dépenses publiques, on oublie les déficits en termes de politique économique? C'est difficile à dire, mais si vous voulez, ce qui est clair, c'est que dans les périodes libérales, on met la monnaie au-dessus de tout. Parce que c'est la meilleure garantie pour les détenteurs de capital de voir leur capital ne pas se détériorer. Pas de dévaluation. Pas de dévaluation. Ça a été vraiment le dogme du franc germinal, donc du début du 19e siècle jusqu'à 1914. On n'a pas dévalué, c'était le franc or, et c'était un monde relativement confortable pour le capitaliste, parce qu'il était assuré d'abord d'avoir des mouvements de capitaux parfaitement libres, d'un pays à l'autre, sans risquer des dépréciations. Deuxièmement, de ne pas être tondu, justement, comme il l'a été plus tard après la Deuxième Guerre mondiale, avec des dévaluations qui interviennent au mois d'août ou le dimanche soir. Donc, ça, c'est le cycle libéral. Mais en général, les cycles protectionnistes, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on subordonne la monnaie à la distribution de richesses, avec tous les dangers que ça peut représenter. C'est-à-dire que, généralement, on met le levier dans les mains du pouvoir politique. Regardez ce qui se passe en ce moment même aux États-Unis. Où vous voyez que Donald Trump va nommer 2 personnes qui sont... Des groupés, hein. Mais absolument. Et notamment un ex-patron de fast-food. Il a fait une fortune formidable avec une chaîne de pizza. Génial. Le mec est-il qualifié pour définir la politique monétaire de la plus grande puissance économique mondiale? C'est pas sûr, mais c'est un ami de Trump, et Trump sait qu'en lui passant un coup de fil, il aura une voix pour lui. Regardez ce qui se passe dans la plupart des pays où il y a ces tentations de remettre les banques centrales au pas. Mais avec des pouvoirs populistes. Sauf que le boulot était bien fait jusqu'à présent. On se demande d'ailleurs comment une banque centrale qui serait au service, encore une fois, du pouvoir, ce qu'elle pourrait faire de plus dans la mesure où déjà beaucoup a été fait. C'est vrai. Non ? Vous avez raison. Je pense qu'il y a eu, et qu'on va le voir bientôt, qu'il y a des étapes supplémentaires. On peut encore faire plus ? Mais oui. La créativité monétaire mais c'est sans limite. Depuis, probablement une industrie au sens le plus noble, humaine, l'une des plus créatives du monde, parce que effectivement, c'est quand même le levier de création de la richesse. Donc, on va trouver, ça va être hélicoptère-monnaie. Regardez la nouvelle théorie de la gauche américaine, MMT, Modern Monetary Theory, la théorie monétaire moderne, où les gars vous expliquent sans coup férir, et vous avez maintenant d'innombrables économistes qui soutiennent ces thèses, que la création monétaire, justement, c'est très utile, ça permet de relancer l'économie. Bon, de fait, vous allez me dire, c'est ce qu'on a fait avec Mario Draghi, et puis... avec une inflation qui n'a jamais redécollé, soit en passant. Non, du moins pas sur les prix de la conso, maintenant sur le prix des actifs. Oui, je parle d'inflation réelle, dans l'économie réelle. Je sais bien, mais le prix du logement, c'est aussi réel. Bien sûr. Demandez aux classes moyennes qui sont refoulées en dehors des villes, c'est rude, quoi. Les prix à Paris en ce moment atteignent des niveaux extravagants. Et donc, tout ça pour dire que cette création monétaire, elle a quand même eu un effet inflationniste sur certains biens, et que je ne pense pas que nous soyons protégés des désordres qu'elle peut occasionner. Ouais. Après, encore une fois, sur ce retour à plus de frontières, plus de protection, plus d'intervention de la puissance publique, on se dit qu'il y aura aussi plus d'impôts pour les plus fortunés, qu'on ne va pas y couper non plus. D'ailleurs, on parle des États-Unis, c'est intéressant, parce qu'en anglais aux États-Unis, qu'est-ce qu'on voit chez les démocrates ? On nous parle de quoi? Des candidats à la primaire qui nous parlent de tranches d'impôt sur le revenu à 70% en tranche marginale. Alexandria Cortez. Exactement. De taxes sur les fortunes, les patrimoines des plus riches. Elisabeth Warren. Ça ne vient pas de pays communistes, là. Non, c'est vrai. Vous avez Bernie Sanders qui dit la même chose. Jeremy Corbyn, qui est au Royaume-Uni le pendant, à peu près en termes de génération et d'idées, et sur une ligne qui est assez proche. Non, c'est vrai, mais il faut se souvenir que, si vous voulez, Roosevelt, si ma mémoire est bonne, augmente les impôts. 90%. Voilà. Ouais.
Donc c'est Reagan qui le baisse de façon drastique avec la révolution libérale, justement, aux alentours de 40%. Trump le rebaisse à nouveau. On est à 37 aujourd'hui, je crois, pour le taux marginal américain, enfin pour le taux fédéral. C'est un ovni, n'empêche, en termes de politique, quand on réfléchit de Donald Trump, qui, oui, pour le coup, vrai. remet des frontières. C'est vrai. C'est un objet parle hybride. de relocalisation et qu'en même temps fait un libéralisme économique débridé. Enfin, c'est quand même quelque chose. Vous avez tout à fait raison. C'est un objet hybride, comme Bolsonaro, qui est aussi assez libéral. Et c'est d'ailleurs, il a été soutenu au Brésil par les grandes fortunes et le business, mais qui, au plan de la régulation du commerce, n'est pas du tout un libéral. C'est vrai. Sur la stagnation des classes moyennes américaines, mais rien n'est fait par Trump pour eux. Regardez la renégociation de l'ALENA. Alors, je ne sais pas comment c'est jugé de façon très contrastée, mais c'est assez intéressant quand même. Le fait d'interdire l'exportation aux États-Unis de voitures qui sont fabriquées au Mexique par des ouvriers payés en deçà d'un certain seuil. Mince. Je veux dire, vous attendiez à ce que ce soit Trump qui fasse ça ? Non, ça non. Pour le coup, vous avez raison. Franchement, alors, les cyniques disent en réalité, ça ne change pas grand-chose, parce que déjà, dans l'industrie automobile mexicaine, les salaires ont été montés à tel niveau que ça ne va pas gêner vraiment les constructeurs. Mais je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Enfin, tout n'est pas à jeter dans Trump. Non. Ce cycle plus autoritaire, mondial, il est là pour durer. Ce n'est pas une question de quelques années. Pour vous, on est parti sur un nouveau cycle. Des décennies, je crois, bien sûr. On n'a pas vu le début du commencement. Et il y a toute chance pour que ce mouvement s'amplifie. Je pense qu'il sera amplifié par la prochaine crise financière. Personne ne peut la dater avec précision. Il ne faut pas, parce qu'après on va vous le ressortir. Oui, non, c'est sûr. Mais on voit très bien la logique. Mais il n'y a rien qui craquelle pour aujourd'hui. Pour le coup, dans le bouquin, vous l'abordez à peine, parce que c'est un des sujets. Effectivement, toutes les grandes phases libérales se terminent historiquement par des cracks. Mais c'est vrai que pour le coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de dettes, il n'y a pas de débat. Maintenant, on en parlera tout à l'heure avec Mathieu Plane de l'OFCE. Le service de la dette est largement gérable aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui craquelle, qu'est-ce qui peut esquisser une crise financière à horizon de quelques mois ou années, rien pour l'instant. Disons moyen terme. Pardonnez-moi, mais il y a 10 ans exactement, en mars 2007, j'ai sorti un bouquin qui s'appelait « La crise des années 30 est devant nous », qui disait, ça va péter sur l'immobilier américain, sur les dettes européennes, et c'était mon troisième pari qui jusqu'ici s'est avéré faux, en tout cas, sur la Chine qui a accumulé des dettes considérables. J'entendais exactement ce que vous dites. Tout le monde me disait, y compris d'ailleurs de très grands noms de la Banque française, une crise bancaire, monsieur Langlais, mais ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, nous savons très bien gérer le risque. Donc j'ai entendu ça, et honnêtement, début 2007, le monde semblait tout à fait calme. La titrisation, c'est pas terminé la titrisation, il y en a encore aujourd'hui. Regardez, vous avez l'équivalent. Alors c'est vrai que les banques sont beaucoup plus solides, mais comme toujours, le risque se déplace. Ouais. Vous avez le shadow banking, qui irrigue sans doute l'économie, d'accord, mais qui fait qu'on a pris des risques, des licences extraordinaires. Regardez le degré d'endettement de certaines entreprises, dans les secteurs comme les télécoms. On a consenti de l'argent à zéro ou quasiment. Et donc on laisse prospérer des boîtes qui ne tiendraient pas. Comme toujours. Entreprise zombie, il y a un rapport de l'OCDE là-dessus. Entreprise zombie, exactement. La zombification du tissu économique mondial. Au Japon, c'est le cas depuis un petit moment. Il y a des boîtes formidables, mais les zombies, ça fait quand même 30 ans qu'ils sont face à l'armée des morts-vivants. Mais si on les débranche, les zombies, c'est ce qui se passe. Après, c'est les banques qui tombent. Oui, bien sûr. Parce que tout ça est... Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, si vous voulez, au-delà d'un certain montant d'accumulation des dettes, c'est un événement très contingent qui décide que finalement... Que la confiance. Oui, que les gens retirent leurs billes. Et personne ne peut l'anticiper vraiment. Alors j'entends votre argument, et je pense que... Les banques centrales sont là, elles pilotent. Les banques centrales sont là, et elles feront encore plus si besoin. Elles envoient les canadaires, et c'est pas fini. La seule chose, c'est que, la dernière fois qu'on a justement croisé la récession, c'était mondiale, c'était il y a 10 ans, on avait des ressources budgétaires et monétaires très importantes. Il y en a moins aujourd'hui. Voilà. Ah ouais. Si on croise l'ours dans la forêt, on n'a plus de cartouches. Donc il y a intérêt à courir vite. C'est-à-dire qu'on est à taux à zéro. Imaginons, mais alors c'est quoi après? C'est les taux à moins 10. C'est compliqué à organiser. Ça veut dire qu'il faut pomper sur votre compte en banque. Dès que vous avez 1000 balles, on va vous enlever 100.
Vous imaginez les gilets jaunes, là ils auraient raison. Hein. Alors après, vous avez effectivement l'autre versant, c'est-à-dire la distribution d'argent direct dans les ménages. Hélicoptère monnaie. Hélicoptère monnaie, c'est possible. C'est possible? C'est possible. Aujourd'hui, honnêtement, c'est tout à fait possible. Enfin, pas demain. Que les banques centrales donnent de l'argent directement aux ménages. Pour stimuler l'économie. Mais n'importe quel esprit raisonnable, y compris les enfants de 5 ans, savent bien qu'un truc comme ça ne peut pas tenir longtemps. Il y a bien un moment où l'absurdité élémentaire du système fait que ça provoquera une panique contingente, mais qui finira par emporter tout le reste. Un petit mot du président Macron, parce qu'on en a parlé indirectement, parce que, comme Mitterrand, vous l'avez dit, François Mitterrand, en 81, de manière symétrique, l'élection du président Macron, elle est totalement à contre-courant, à rebours de ce qui se passe, encore une fois, notamment dans les pays anglo-saxons, mais pas seulement. Il devra, selon vous, vous en êtes convaincu, opérer un virage parce que les Français sont en demande de plus de protection. Mais il est dedans. Le virage, il est commencé. Sur quoi? Sur l'Europe? Sur l'Europe. C'est ça qui a fait un virage sur l'Europe. C'est spectaculaire. Regardez la différence entre le discours de la Sorbonne, qui était plein des lieux communs, plus de fédéralisme, les pères fondateurs. Tout ça est oublié. Bon. Il parle de frontières extérieures de l'Europe aujourd'hui. Et regardez ce qui se passe avec la lettre qu'il a envoyée aux Européens il y a un mois, où effectivement il vous parle de frontières du début à la fin. De façon d'ailleurs assez opportune, à mon sens. D'un point de vue économique. Regardez l'inflexion quand même du 10 décembre. Pendant 18 mois, on nous dit compétitivité, donc baisse d'impôts pour les entreprises, et puis diminution du déficit. À partir du décembre, on dit, finalement on va financer les aides au pouvoir d'achat par le déficit. C'est pas pareil. Je veux dire, c'est une vraie bascule. Et on aura probablement des éléments dans les jours qui viennent qui, à mon avis, souligneront ce virage économique. Ouais. On finit là-dessus, François Langlais. Cette vague populiste en France, François Hollande nous disait récemment qu'on n'y couperait pas. C'est pas votre sentiment que les populistes vont arriver au pouvoir en France? Il ne l'a pas conditionné, il l'a mis au futur. Vous, votre sentiment, parce que vous en parlez dans ce livre, à lire évidemment, les vagues populistes, elles refluent. Je vous résume, quand les partis traditionnels ont compris qu'il fallait changer de logiciel, qu'il fallait intégrer, revoir leur offre politique et offrir des protections. Évidemment. C'est d'ailleurs d'où l'importance du changement de Macron. C'est clé. S'il ne le fait pas, effectivement, il y aura des populistes en France le prochain coup. C'est certain. C'est certain. C'est ce qui s'est passé en Italie, où après Renzi, on a Salvini. C'est ce qui s'est passé au Brésil. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, où après Obama, vous avez Trump. Je veux dire, il y a une espèce de mouvement de balancier très puissant. Quand les sociodémocrates ne parviennent pas à adresser, comme on dit en anglais, les peurs dont témoignent les électeurs, eh bien les électeurs vont là où on donne le sentiment de les comprendre. Et j'observe effectivement, comme vous l'avez suggéré... Il en a conscience ou pas, le président? Écoutez, je l'espère, mais l'histoire est pleine d'exemples comme ça. Roosevelt se fait élire parce que justement, il incorpore la rhétorique des populistes, mais qui évidemment, il la transforme avec ses valeurs humanistes. Relisez les discours de Roosevelt, les discours électoraux pour la campagne de 1931, il prend ses C'est dans le bouquin, je me rappelle, c'est dans le livre. Hein. Ouais. Mais donc il appelle à fermer les frontières. Enfin, c'est des discours qui ont des intonations populistes parce que les gens ont peur. Et que quand les gens ont peur, il faut s'occuper de leur peur. Sinon, ça finit mal. Et après, ils se vengent à juste titre. Bien sûr. À lire donc, François Langlais, Tout va basculer. 2019, l'année de tous les dangers, c'est chez Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.